Nous sommes donc de retour en direct sur le 666 émission Split Screen et je vais faire du bruit avec le micro. Pour une fois, c'est moi et j'assume totalement. Et voilà. On va commencer par un premier film et qu'est-ce qu'il y a? Ça fait Oui, je ne prends pas de drogue actuellement. En tout cas, je n'ai pas pris ce soir là, juste avant l'émission. J'en prendrai peut-être après pour aller me coucher. J'en sais rien. Ou demain, ou je sais pas, ou jamais. Mais en tout cas, et c'est pas bien les enfants de prendre de la drogue. Hein, il faut le dire à l'antenne, hein, sinon on se fait taper sur les doigts par le CSA. Hein. Bref. On va commencer par le premier film qui va être un échange entre toi et moi, Jackie, puisqu'on va parler. Oh, moi aussi, je pourrais vaguement en dire un mot. Tu ne l'as pas vu? J'ai vu la bande-annonce. Ah, tu l'as vu? Ah, tu juges les films sur une bande-annonce? Non, c'est un nouveau concept. On va faire une émission sur juste les bandes-annonces. Vu ce que m'en a dit Chloé, en tout cas, je pense à peu près savoir de quoi ça en est. Voilà. Okay. Mais tu sais, il est pas le seul. Moi, j'en connais qui, avant que même le film soit sorti, de toute façon, ça sera génial. Ouh, ça sera de la merde. J'en connais, moi. Sous prétexte, c'était. Ah, maintenant, moi, ça, j'ai fini, ça. Ah, de toute façon, le film est génial. J'ai dit, attends, il est pas encore sorti. Oui, mais c'est des a priori sur des réalisateurs. Mais tout de suite, on va parler de Joe et je te laisse faire le pitch du film puisque moi, je vais pas me parler après. Alors là, c'est dur parce que ça fait 15 jours que je l'ai vu. Alors, ça se passe au Texas. Alors, vas-y, bon, on va t'aider. C'est un ancien Nicolas Cage. Ouais, c'est dans la ville du Texas. C'est un ancien repris de justice, hein, c'est ça? Un ex-dollar, il a fait de la tôle. Ouais. Et en fait, il a une entreprise d'abattage de bois. D'abattage de bois. En fait, sa mission, c'est de faire mourir des arbres. Voilà. Donc, en injectant du poison dans les troncs. Donc, il est entrepreneur et enfin, il est le propre patron de sa petite boîte et il embauche en fait, un petit peu les miséreux du coin, des personnes un petit peu sur la touche. Et jusqu'au jour où il va, en fait, un jeune garçon qui, on le voit très vite dès le début du film, a une relation assez conflictuelle avec son père, va venir voir donc Nicolas Cage pour lui demander du travail. Et Nicolas Cage, qui a bien sûr un personnage qui a ses fêlures, etc., qui boit, va être amené à un moment à être face à une réalité, c'est qu'il va s'apercevoir que ce jeune garçon est malheureux, se fait battre par son père, etc., et alors on peut présupposer pour essayer de se donner une raison, pas une raison de vivre, mais essayer de se racheter peut-être des fautes qui le hantent encore. Il va essayer de le prendre sous son aile et puis voilà quoi. Donc fin de l'histoire. Pas fin du film. Pas fin du la film. Présentation. Il y a d'autres personnages qui gravitent autour, qui vont venir s'additionner, mais bon, voilà quoi. Un film, bon, alors qu'est-ce que tu penses du film? Film facture indépendante, belle photo. Oui. Belle photo. Un Nicolas Cage qui revient pour, selon certains, du fin fond de l'oubli, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il avait fait beaucoup de films alimentaires, et lui-même l'avait reconnu. Je vais probablement rire avec vous en citant les. On les connaît, c'est même pas. Non, on va quand même dire les grosses merdes qu'il a fait juste avant. El Driver, l'apprenti sorcier. Attends, mais où est-ce qu'il est? Ah voilà. Le Pacte. Et il a quand même fait. Ghost Rider. Ah non, il a fait deux films. Oui, non, il a fait surtout. à un moment donné. Hop là. Oh, tiens. Non, on a fait. Ouais, c'est quand même. Il garde quand même des films comme Ghost Rider, El Driver, Le Dernier des Templiers, Le Pacte, l'apprenti sorcier. Ouais, il a quand même. Ouais. C'est dommage parce que on se rend compte finalement qu'il a quand même interverti avec du Bad Lieutenant à l'escalade Nouvelle-Orléans, qui était un bon film, Kick-Ass, qui était dans son genre une belle interprétation. Et à chaque fois, il intègre des petites trucs qui sont des petites perles. Et donc, je pense quelque part que on le croit perdu dans les méandres des blockbusters ou des films pourris en fait américains. Et à chaque fois, il nous surprend ressortant comme ça en faisant une belle interprétation. En tout cas, qui sort en tout cas des trucs clichés avec Nicolas Cage Moumout et voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, le nom de Joe est donc le nom du personnage qu'il incarne, donc on devine très vite que c'est quand même le personnage pivot du film, autour duquel tous les autres personnages vont graviter autour. Pour en venir déjà à l'interprétation de Nicolas Cage, moi je trouve pas. Alors là, ça me fait doucement sourire parce que c'est vrai on l'a tellement vu en faire des tonnes que là, le fait qu'il soit un tout petit peu plus sobre, on en vient à dire qu'il a quelque chose de Robert Mitchum. Robert Mitchum qui est l'acteur qui incarne même le jeu de l'underplaying, le mec qui joue sans jouer quoi, qui reste lui-même. Mais malheureusement, Nicolas Cage n'est pas Robert Mitchum. Et je trouve que
sa performance n'est pas extraordinaire, parce que quand tu les critiques, c'est ce qui est surtout mis en avant. Indépendamment de ça, moi, le film a quand même, au sortir de la salle, le film a un petit peu déstabilisé, enfin pas déstabilisé, mais un petit peu, tu te le prends comme 5 minutes après, c'est quand même un film sur une certaine misère sociale, un regard sur nos Texas, je sais pas où c'est exactement dans le Texas, mais c'est un regard quand même sur une partie de l'Amérique profonde où il n'y a pas véritablement un personnage pour en racheter un autre, que ça soit donc Joe qui est déjà un personnage qui apparemment a un passé assez chargé. Donc le rapport conflictuel que l'on découvre entre le père de l'enfant et puis l'enfant qui est aussi assez surprenant dans sa fulgurance, dans sa manière de répondre à son père. C'est quand même quelqu'un aussi qui je dirais qui est très chargé en niveau comment expliquer ça. Tu cherches le mot. Voilà. Un autre personnage aussi qui rentre souvent en conflit, qui est rentré en conflit avec Joe, le personnage de Joe qui lui tire dessus au début du film et qui va s'en prendre ensuite à l'enfant. Alors je sais plus, c'est une connaissance de Joe qui va avoir un rôle bien sûr dans le récit, qui va notamment on peut pas spoiler, on peut pas dire la fin. C'est difficile d'ailleurs de parler de ce personnage-là parce que on ne sait pas d'où il vient véritablement. Il y a beaucoup de zones d'ombre en fait finalement. Ce qui m'a. On peut quand même mec avec qui il a eu quelques altercations. Oui, voilà, voilà. Mais il y a quand même en-delà du fait de la facture du film, la photo que j'aime beaucoup, la fulgurance de certaines séquences, je trouve. Je pense notamment en séquence du meurtre lorsque le père du SDF se débarrasse du SDF, où il y a des fulgurances comme ça, il y a des éclairs de violence qui sont assez qui décontenancent parce qu'il y a un rythme monocorde, je dirais, dans le film, et puis il y a des fulgurances comme ça, qui sont assez déstabilisantes, qui m'ont mis assez mal à l'aise, moi personnellement. Mais avec le recul, je me dis finalement, le traitement des personnages, il y a une disproportion finalement entre ce qu'on apprend du personnage de Cage, arrivé à un moment, c'est-à-dire on se dit, c'est un mec qui boit, qui est sur la corde raide, qui a à deux doigts de partir en vrille, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a pu générer ça? Et en fait, on s'aperçoit, il a été en tôle. On connaît la raison pour laquelle il est allé en tôle, et on s'aperçoit finalement c'est totalement disproportionné pour expliquer l'état, l'affect dans lequel est le personnage. Et tous les autres personnages qui gravitent autour de lui. Pareil, je trouve le trait est extrêmement grossi, je trouve. Et il y a au niveau de la psychologie des personnages, on a du mal à les situer, d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations, tu vois. Est-ce que tu as ressenti la même chose, toi? Juste avant, j'ai quand même lire ce que nous a envoyé notre chère Chloé qui est absente ce soir. Excusez-moi si je parle un peu du nez, puisque j'ai une crise d'allergie, ça m'arrive de temps en temps. Je croyais que tu faisais d'Afinac. D'accord, d'Afinac? Non. Voilà. Donc, concernant Joe. Film qui remplit le cahier des charges du film indépendant US qui se déroule dans le sud des États-Unis. En termes de personnages affreux, sales et méchants, et du pauvre type qui essaie d'être un homme bien en rachetant ses fautes et veut croire en sa rédemption. Mais aussi en termes de mise en scène, tous les poncifs du genre sont découlés sagement, ce qui donne une grosse impression de déjà-vu. On pourrait reprocher au réalisateur une certaine condescendance à montrer cette crasse et cette misère, mais il y a comme une envie de porter Joe et le jeune garçon, ce qui fait que finalement le film a une certaine puissance de par l'interprétation, mais surtout de par la cruauté de ce qu'il décrit. On est dans la misère affective, sociale et sexuelle. On est aussi dans le déterminisme social, rien n'y fait. En voulant trouver la rédemption, Joe ne fait que s'enfoncer dans sa propre noirceur. Cela permettra peut-être au jeune garçon d'avoir un avenir autre, mais à quel prix? Bref, bien sûr, je peux conseiller ce film. Bon, ça par contre, je vais juste le garder pour la fin, j'allais un petit peu spoiler. Je vais rajouter un truc par rapport à Chloé, c'est que je pense qu'aussi, nous qui avons quand même vu pas mal de films indépendants américains, c'est que je pense qu'elle a eu la sensation, et moi elle me l'a dit en sortant,
que c'est un film qu'on a déjà vu en fait. C'est un peu de la redite dans le sens de la caméra portée, des trucs comme ça. Nanana. C'est en fait c'est un film indé américain qu'on peut voir au Festival américain de Deauville, comme on en fait, comme il y en a, je sais pas, des vingtaines par an, voire des cinquantaines par an en Amérique, quoi. C'est drôle parce qu'en fait, moi, quand je regarde des films, moi, avec toute la première chose que je pensais au bout d'un certain moment, c'est que je disais, ça me faisait penser justement comme au film. Les films de festival ou un peu comme au festival asiatique, on retrouve constamment les films de produits à l'Occident, les films du pauvre berger qui perd sa chèvre dans la montagne. Et voilà. Et on est dans le cliché, mais là, on est dans le crasseux américain, dans le comment s'appelle pas, je vais dire le bayou, non, comment s'appelle le redneck américain, le crasseux. Et c'est vrai que ce qui aurait pu sortir en fait justement ce film, ou ce qui sort quelque part au premier abord le film de ce ressenti de déjà vu avec le cliché, justement c'est la présence de comment on s'appelle, de Nicolas Cage. Sauf que finalement le film qui s'appelle Joe avec Nicolas Cage en affiche principale, ou du moins en cast principal, en tout cas mis comme tel sur les affiches et la promo, on se rend compte que finalement, de par l'importance du personnage, mais aussi l'interprétation de Nicolas Cage, finalement il s'efface un petit peu par rapport au duo quelque part du personnage du jeune garçon, de l'ado, et du personnage en fait du père. C'est qu'ils prennent en fait, je trouve, une place en fait immense à l'écran, à la fois en fait dans l'importance en fait des rôles, et dans aussi l'interprétation. Ils m'ont plus bluffé, plus intéressé, je me suis plus intéressé à eux, même si encore une fois on est vraiment dans le cliché du crasseux. En gros on prend, comme disait Chloé, on prend tous les poncifs du genre, puis on les pousse jusqu'au bout, ce qu'elle dit, on les exacerbe, et c'est comme voilà, c'est en gros oui, bon, on va prendre un mec qui vit des allocs au Texas, et donc on va en faire un mec qui du coup bat sa famille, qui est alcoolique, qui est hyper violent, limite qui tue des gens, etc. On est vraiment jusqu'au boutiste en fait dans les personnages. Qu'est-ce que je voulais dire? Et pareil pour le mec, le personnage avec qui Nicolas Cage en altercation, c'est entre guillemets, c'est je presque envie de dire, c'est le mec avec qui il se prend la tête dans un bar en fait, qui peut-être ailleurs ou dans comment on s'appelle, dans d'autres films s'arrêterait en fait à la bagarre de bar avec un coup de tesson de bouteille ou au moins un coup de bière sur la tronche, et là qui prend des proportions à coup de fusil et de règlement de compte qui sont en fait dans la surenchère. Donc voilà, donc c'est prendre en fait des postulats ou des personnages un peu clichés, aller être jusqu'au boutiste dans les descriptions, dans la caractérisation des personnages, et on se retrouve avec un truc qui se veut, comment dire, alors c'est pas le terme de image d'Épinal, mais voilà, qui colle vraiment en fait à ce que les gens ont envie de voir. Alors je sais pas si c'est les Européens ou les Américains en fait eux-mêmes, mais l'image que se représente de, oui, alors de toute façon on est au fin fond du Texas avec des miséreux, donc forcément il faut qu'ils soient hyper violents, hyper alcooliques, voilà. Et on est vraiment en fait dans ce truc-là. Et du coup, Nicolas Cage, qui aurait pu être peut-être le petit truc qui aurait pu apporter. Alors c'est vrai. On peut apprécier pour une fois le côté un peu mesuré de son interprétation. Il n'y a pas de pétage de plomb à Nicolas Cage. Non, même dans la voiture, hein, quand il prend le père par le collet. Dans la deuxième partie du film, il se laisse quand même aller un petit peu. Ouais, mais c'est là, on va dire. Il commence à jouer le personnage borderline. Là, ouais, mais c'est la violence d'un personnage, voilà, qui veut. Mais c'est pas le, comment dire. C'est pas le pétage de plomb à Nicolas Cage, parce que le pétage de plomb à Nicolas Cage, c'est quand même entre guillemets un truc qui sort de nulle part et qui est disproportionné. On se demande. C'est la séquence d'ouverture, c'est vrai. Oui, voilà. Mais là, voilà, c'est juste là, on est juste dans on va dire, encore une fois, dans la logique des personnages, de tous les personnages qui sont décrits, c'est-à-dire qu'ils sont jusqu'au boutiste. Donc c'est pas dans sa névrose, mais dans sa haine, dans sa violence en fait intérieure. Il est jusqu'au boutiste, puisque à la fin, il est quelque part, il est hyper borderline. Même s'il y a peut-être une certaine logique, voilà. Même si ça excuse pas, oui, il y a le côté un petit peu décorum du fin fond des États-Unis, dans un quand même un État des États-Unis très violent, où le port d'armes est quelque chose de très naturel, et où limite, voilà, on met quand même en avant le droit à la propriété devant même en fait le droit à la vie. En gros, voilà, un mec qui rentre dans votre jardin, si on vous le butez, en fait vous serez totalement dans votre droit, voilà, peu importe en fait le droit en fait à la vie entre guillemets autrui. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je suis sorti assez dubitatif dans un poncif du genre, du déjà vu, interprétation de Nicolas Cage.
raisonnable mais pas extraordinaire, et un ressenti à la fin de, je trouve aussi, parce qu'on parle souvent avec Chloé, avec vous aussi, mais beaucoup avec Chloé, avec l'impression en fait en sortie de salle. C'est vrai que moi l'impression c'était, bon, à part ce que j'ai évoqué avant, c'est j'ai l'impression, en fait, une impression de volonté délibérée et artificielle du réalisateur de nous mettre en fait dans un certain état, et de nous procurer en fait, de nous déclencher en fait certaines émotions. Le côté, on va dire, bon, on va pas raconter la fin, mais voilà, une sorte de pathos par rapport en fait au personnage, disant c'est voilà, et une certaine des personnages avec qui on avait une certaine distance. Bon, voilà, et tout d'un coup en fait avoir de l'affect pour les personnages et de la tristesse pour les personnages. Et non, moi dans ces cas-là, quand on me pousse trop, on va dire, de manière délibérée et trop voyante en fait vers des émotions, justement, ça m'entraîne un petit peu à l'extérieur et je rejette un peu tout ça. Donc ouais, voilà, c'est un peu comme j'ai commencé à le dire au début de mon intervention, c'est un peu le poncif, ou du moins c'est un peu le berger qui perd sa chèvre dans la montagne, mais version américaine dans le bayou, quoi. Quelque chose à rajouter? Vous parlez quand même pas du comédien qui monte depuis Tree of Life et Mud, Ty Sheridan. Il est dedans. Hein. Un jeune garçon, oui. Oui. Ah oui, justement, je me demandais. S'il a eu un prix, je crois, le prix d'interprétation. Je crois. Alors oui, justement, c'est ce que je disais c'est qu'en fait, il y a deux personnages, deux acteurs qui percent comme l'écran. Donc c'est Ty Sheridan, dont je ne me souvenais plus en fait le nom. Je regarde quand même rapidement. C'est dommage que j'ai pas sa filmographie là. Ty Sheridan, il est facile. Tree of Life et Mud. Oui, mais il l'a pas fait. Oui, Tree of Life et Mud. Ouais, il a fait autre chose quand même. Non, il a fait que ces trois films-là. Ah bah oui, écoute, c'est même très bien, puisque c'est déjà des très bons films. Oui, je crois qu'il a eu bonne école, le premier film. Il est né en 96, et donc il a 17 ans, ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'il est assez jeune. Et malheureusement, le deuxième acteur, donc il joue le rôle en fait du père, qui s'appelait Guy Poulter. Donc il vraisemblablement était un vrai SDF. C'est son premier film, sa première interprétation. Lequel ? Le père. Ah oui, il est bien à sa place. Hein. Donc il est alors bon acteur ou entre guillemets au naturel, on ne sait pas, mais en tout cas son personnage et son interprétation fonctionnent vraiment à l'écran. Ça fonctionne bien parce que t'as envie de le haïr quand même, le personnage. Ouais. Il parvient à ça, mais après moi c'est dans le traitement du personnage. Comment Juste préciser comme qu'il est décédé en fait juste après le tournage, et, entre le tournage et le montage. Bon, je pense que sa vie de SDF et je dirais de miséreux entre guillemets. N'a pas dû, parce qu'il était très jeune en fait, il avait à peine une soixantaine d'années, donc ouais. Excuse-moi, tu voulais dire que non, moi c'est là autant je suis assez séduit par la performance et puis par le traitement du personnage de jeune garçon et puis ce qui se construit avec le personnage de Joe. Autant pour les deux autres personnages qui sont importants, la construction du personnage, l'évolution du personnage, les motivations, les raisons aussi de cet état du personnage, je ne sais pas. Et moi, du père et puis de l'autre personnage périphérique, là, le bad guy, je trouve ça aussi très artificiel et on a du mal vraiment à comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui les amène à et notamment ce personnage là tout noir vêtu à se prendre de haine pour le gamin et c'est vraiment c'est très une construction très artificielle, très 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 grossière qui fait très qu'on ne croit pas. Voilà. Et c'est prétexte en fait. On a l'impression que tout est prétexte. Voilà. Ouais. Juste un truc auquel tu ne crois pas, le rapt à la fin aussi. Quelles sont les motivations? Est-ce que tu comprends pas qu'est-ce qui agit le personnage? S'il est psychologiquement attardé, si c'est un alcoolique, qu'est-ce qui le motive? Vers quoi il tend? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, et puis il y a même une logique en fait d'un autre temps entre guillemets. Moi j'ai l'impression qu'il y a une logique entre d'autres temps. C'est-à-dire que par exemple l'altercation qui finit en fait en coup de feu, j'ai presque qui aurait peut-être pu marcher dans un western entre guillemets. Le mec qui son bagarre dans un saloon, l'autre il lui refait la face et celui qui s'est fait démonter attend le personnage principal à la sortie du saloon pour lui tirer une balle en fait dans la tête. Là un peu cette impression là, et à la fin le kidnapping, l'enlèvement, c'est un peu bizarre. Je veux bien croire que ce soit mon expression favorite, le trou du cul du fond du monde. Le mec quand même il va quand même assez loin. Le bad guy va quand même assez loin dans son kidnapping et dans ses intentions juste derrière quoi. Il peut pas ne pas savoir qu'il va y avoir en fait des répercussions.
Et ouais, non, je sais pas. J'ai l'impression en fait que tous les événements, y compris la fin et les choix qui ont été faits, y compris par le père, de fuite en avant vers les abîmes, justement, c'est artificiel. Justement, c'est pour justement décrire la fuite en avant vers l'abîme jusqu'au boutiste. En fait, c'est juste pour dire bon, et puis, puis, on peut pas aller plus loin. Appuyer ce côté crasseux, la veulerie des personnages, qui est aussi avec la mise en parallèle assez grosse, je trouve, parce que la défense du territoire, la présence des chiens est quand même aussi importante. Elle est l'épisode du chien, le personnage de Cage qui va régulièrement à la maison de passe et qui d'ailleurs ça donne lieu à une séquence assez quand il va rechercher son chien, tu vois. Oui, qui va ensuite, parce qu'il a une peur phobique des chiens. Peut-être de faire une mise en parallèle finalement les relations entre individus, entre humains, et l'homme devient plus animal que l'animal. Tu vois, il y a cette thématique-là, je trouve, qui ressort un petit peu. Oui, puis il y a ces petites séquences aussi un peu artificielles quand ils partent à la recherche du chien ou l'aliment de la chienne qui a disparu. Donc on sent le côté un peu genre on veut vous montrer du paysage, on veut vous montrer la relation du personnage. Et c'est vrai que entre guillemets, voilà. On va peut-être donner en fait notre avis. Je vais juste lire justement ce que j'avais commencé à lire en fait de la part de Chloé par rapport à la conclusion. Bref, bien sûr, je peux conseiller ce film si on ne chipote pas trop sur cette mise en scène et cette histoire hyper classique dans le sens de déjà vu. Alors moi me concernant, je voudrais pas, parce que j'ai été hyper critique en fait. J'ai vraiment pointé en fait. D'ailleurs, j'ai fait que pointer en fait les points négatifs que j'ai vus ou du moins que j'ai constatés. Mais je voudrais pas non plus que les auditeurs se disent que c'est un film qui est une bouse infâme, quoi. C'est pas totalement le cas. Il y a des choses quand même à retirer. Ça peut être du déjà vu. Il y a des choses qui fonctionnent dans l'interprétation, peut-être classique, mais elle n'est pas non plus insupportable et pas mauvaise. Donc c'est vrai que moi, me concernant, je ne peux pas non plus vous dire allez-y, précipitez-vous pour aller le voir, parce que c'est vraiment un bon film, une bonne ambiance, de les ressortir avec des émotions totalement. Non, c'est pas le cas, mais est-ce que, un peu à l'image, je me pose la question de est-ce que l'image d'un blockbuster sympathique qu'on regarde, qu'on peut se mater un dimanche soir, est-ce que ce film-là, en tant que film indépendant US, ça peut être vu aussi entre guillemets un dimanche soir? Est-ce que ça peut faire passer son office? C'est bien parce que c'est leur tête entre guillemets, parce que c'est déprimant. Ça c'est déprimant. Quand j'en suis sorti, j'étais un peu déprimé moi perso. Ouais. Mais c'est un film qui hésite entre une certaine forme, un désir de sobriété et le fait que on en voit en fait quand même les grosses ficelles, les articulations sont très grosses dans la caractérisation de certains des personnages et puis dans certains enjeux, dans certaines thématiques. Donc voilà, je crois qu'en fait, excuse-moi, j'ai presque une conclusion. Je viens de réfléchir 30 secondes. Je pense que finalement, je me dis, le cinéma indépendant US est quand même assez prolifique en fait en ce moment. Ça sort quand même pas mal de choses, mine de rien, ou ces dernières années. Et finalement, je suis en train de réfléchir. Je me dis, c'est pas qu'on a très peu de temps à accorder, mais on a vu il y a pas longtemps, on a chroniqué il y a pas longtemps Nebraska qui nous a, je pense, un peu tous ravis. Et je pense qu'il faut rester un peu sur un certain degré d'exigence. Donc c'est vrai que si les spectateurs comme vous qui avez, ou du moins comme nous en général, avaient une certaine curiosité, je pense que c'est quand même nécessaire, même quand vous entendez en fait de mauvaises critiques sur un film, à part si vraiment on vous dit que c'est un film exécrable qu'il faut totalement l'éviter, je pense que peut-être ça doit être le cas. Mais sur un film où l'avis est un peu mitigé, si vraiment vous avez une certaine curiosité, c'est pas non plus du temps perdu en fait pour aller voir ce film. Voilà, vous allez être assez peut-être dubitatif, assez pas forcément enclin à avoir trouvé en fait énormément de qualité au film, quoi, qu'il y en a quand même un petit peu, voire plus comme nous en fait, les défauts que les qualités. Mais voilà, c'est pas une perte de temps. Mais bon, si vous voulez vraiment plutôt être un peu plus exigeant et plutôt être à l'écoute des conseils et de qu'on peut vous donner, comme on a pu le faire sur Nebraska et d'autres films, écoutez, faites l'impasse sur celui-ci et attendez peut-être les prochaines recommandations qu'on pourrait vous faire. Et rappelons quand même qu'aux aficionados de Nicolas Cage, il aime bien dans les blockbusters, c'est pas ils peuvent toujours aller le voir, mais quand je suis allé le voir, moi j'ai vu des jeunes, des ados qui étaient allés, je pense, avec l'idée de voir un film qui est des Kunch, mais on n'est quand même pas dans ce registre-là. Et rappelons quand même, parce que c'était pas mentionné dans le programme, il y a des moments qui sont assez durs dans le film. Le film est interdit moins de 12 ans. Oui, il est interdit moins de 12 ans. Et ce n'est point inscrit. Et on peut aller le voir où? Au Café des Images, jusqu'au 26 mai.
Et repris... peut-être. Ou à mon avis, vu les films qui vont sortir. Non, je peut-être pense pas. que- Donc jusqu'au 26 mai. Non, il est Non, pas jusqu'au repris 26, dernière programmation, le 26, c'est ça. ouais. D'accord. Et le luxe ne le reprend pas. On va s'écouter, je vous propose d'écouter tout de suite le deuxième morceau sélectionné par Jackie. Tu veux en dire juste... Philippe Sard, c'est à nouveau Deux une mots. chanson. Comment? Ah, vas-y, deux mots. Oui, c'est. Ça y est, merci. C'est voilà, c'est une partition pour un film qui avait connu son petit succès à sa sortie, Barocco, un film de Téchiné. Donc on retrouve le Philippe Sard chansonnier avec donc cette partition. Je vais pas développer parce que le temps tourne quand même. Hein. Que le temps tourne quand même. Hein. Que le temps tourne quand même. Hein. Que le